Bonjour et bienvenue dans ce premier cas pratique sur l'audit énergétique. Alors, avant toute chose, veuillez noter que nous sommes en février 2023 et donc l'audit n'est pas encore sorti aujourd'hui. Le logiciel est encore en phase bêta, donc lorsque vous verrez cette vidéo, peut-être le logiciel aura changé dans la façon d'être saisi, dans la façon dont les choses sont saisies. Il y a encore probablement des choses à revoir au niveau saisie. Donc il y a des demandes en cours auprès de l'ICL et pour ceux qui réalisent donc les exercices en phase de bêta test, n'hésitez pas à me faire des retours pour qu'on puisse éventuellement demander des modifications. Alors dans ce premier exercice d'audit, donc ce qu'il faut relever sur l'audit énergétique, avant toute chose, contrairement aux autres diagnostics, en principe, sur les autres diagnostics, ce sont des constats. Donc on fait des constats de ce qui est présent dans le bien le jour de la visite. Donc logiquement, tout le monde devrait sortir à peu près les mêmes rapports. C'est là où est la différence dans l'audit, puisque ici on a toutes les libertés entre guillemets possibles pour imaginer des scénarios de travaux, donc les rapports ne sont pas censés se ressembler les uns les autres. C'est pour ça que moi, la solution que je vous propose aujourd'hui n'est pas forcément celle que vous avez choisie. Mais pour autant, celle que vous proposez n'est pas forcément mauvaise. C'est juste qu'il y a plusieurs solutions. L'objectif étant, de toute manière, de fournir des travaux réalisables avec un tarif correspondant à la réalité et tout en essayant de respecter au mieux les objectifs souhaités par la réglementation, à savoir les classes E lorsqu'on est en F ou en G, C et B. Donc je vais y revenir dans l'exercice d'ailleurs présent aujourd'hui. On va passer tout d'abord ensemble en revue le rapport tel que moi je l'ai fourni. Et ensuite, on va essayer de voir un petit peu à quoi correspond chaque rubrique et comment on fait pour remplir ça dans le logiciel. Donc c'était une maison un niveau à La Baule, construite en 1960 avec une surface de 80,09 m². Tout de suite, ce qui doit vous frapper sur cette première page d'audit, c'est les deux scénarios. Le premier ne comporte pas d'étape en C. Alors c'est un choix totalement délibéré de ma part. Je ne respecte pas la réglementation sur ce sujet-là. Tout simplement parce que ça allait à l'encontre de la logique. Si vous voulez, il suffisait que j'inverse les étapes 2 et 3 et j'avais bien D, C et B. Le problème, c'est que changer de générateur avant de prévoir l'isolation, c'est complètement idiot, surtout par rapport à la puissance envisagée du générateur. Euh, donc j'ai choisi d'inverser et simplement je mets un petit commentaire pour prévenir. Néanmoins, si vous choisissez de mettre un générateur en premier et puis par exemple de choisir un isolant en dernier, vous êtes dans votre bon droit aussi puisque vous respectez ce que demande la réglementation au niveau de l'audit. Un deuxième scénario pour arriver directement en B. Alors, comme vous le voyez ici, il y a des pages un petit peu blanches, donc j'imagine on va mettre ça sur le compte de la phase bêta du logiciel, hein. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai relevé et j'ai fait remonter, donc on verra à l'usage. Mais c'est tout à fait normal si vous avez ce genre de choses. Alors, donc le DPE état initial qui a été rappelé avec un résultat à 372. Alors il est possible que vous ayez des variations sur ce truc-là, vous allez le voir, on va le voir ensemble, notamment quand on importe un fichier XML ADEME, il y a peut-être quelques petits bugs, j'ai envie de dire, à l'heure actuelle, donc j'attends des réponses de la part de l'ICL à ce niveau-là. Donc rappel de l'état initial, hein, c'est ni plus ni moins que votre DPE. Seulement il y a des petites choses en plus dans l'audit. C'est on doit fournir une description du bien. Donc la description du bien, c'est ni plus ni moins que le nombre de niveaux, le nombre de pièces et la description des pièces, avec des commentaires si nécessaire. Vous avez le descriptif initial, ok, donc on a vu qu'il était plutôt mauvais. Et là, nouveau rajout, vous avez les pathologies
caractéristiques architecturales, patrimoniales et techniques. Donc ça, c'est un petit peu toutes les contraintes que vous auriez sur le bien tel qu'il est le jour de la visite. Il faut les relever et les noter ici. Donc avec photo ou pas, ça on le verra par la suite. Donc par rapport à l'énoncé que je vous avais fourni, voici ce que moi j'ai pu relever. Alors après, bien entendu, la liste n'est pas exhaustive, on peut en rajouter, on peut en enlever, mais bon, c'est pour vous donner des pistes, hein, pour vous donner des idées. Donc par exemple, au niveau des menuiseries, donc j'avais noté que il n'y avait pas d'entrée d'air. Donc il y a bien une VMC au niveau de la maison, mais pas spécialement d'entrée d'air. Donc j'ai relevé absence d'entrée d'air au niveau des menuiseries ou des parois extérieures pour toutes les pièces. Avec un petit conseil, mettre en place des entrées d'air conformes à la réglementation à l'occasion des travaux de rénovation de l'enveloppe. Absence de l'étalonnage des portes, hein, toujours un problème avec la ventilation. Procéder à un étalonnage des portes suffisant, 1 cm au moins. Grille de ventilation donnant dans le doublage du mur extérieur, créant ainsi d'importantes déperditions, mais ne participant pas à la ventilation du logement. Donc effectivement, des grilles dans le doublage, mais qui ne débouchent pas l'extérieur. Nous avions relevé avec Étienne Ternisien une petite anomalie à résoudre à ce niveau-là. Faire condamner les grilles en parallèle de la mise en place de modules d'entrée d'air sur l'extérieur et conforme à la réglementation, soit dans la paroi, soit au niveau des menuiseries à rénover. Présence de foyers ouverts ou obturés de manière non étanche et sans isolation thermique rapportée dans les chambres et le salon, causant des déperditions, des infiltrations d'air conséquentes. Donc là, j'ai mis une photo de la cheminée qui avait une trappe, mais vous avez vu dans l'énoncé qu'il y a des cheminées qui sont totalement ouvertes et donc qui laissent passer l'air comme si la fenêtre était ouverte. Faire condamner les foyers ouverts de manière étanche ou prévoir des trappes étanches et isolantes, suivant ce que veulent faire les propriétaires. Hein. Peut-être qu'ils veulent toujours se servir des cheminées, ma foi. Tout est possible. Alors là, j'ai volontairement omis une photo pour cette petite problématique. Quand on met pas de photo, l'ICIEL pour l'instant fait ressortir ce picto, ça ne me plaît pas trop, c'est quelque chose que j'ai fait remonter également, donc j'espère qu'on aura un vide, hein, tout simplement, une case blanche, plutôt que cette espèce de photo aperçue non disponible qui ne sert à rien dans le rapport. Commande de la VMC non conforme à la réglementation, fonctionnant en tout ou rien et non en continu, avec débit minimal et nominal. La commande manuelle est raccordée uniquement au débit nominal de pointe. Effectivement, le bouton de VMC qui était dans la cuisine servait uniquement à mettre en route la VMC dans la totalité de la maison, ou à l'éteindre, mais en débit maxi. Faire modifier le raccordement électrique de la VMC. Installation du groupe VMC dans les combles perdus, de manière non conforme aux règles de l'art, avec des conduits non calorifugés et écrasés, et rejet dans le conduit de fumée d'un foyer ouvert, aujourd'hui condamné. Faire mettre aux normes l'installation existante ou la remplacer par une installation neuve plus performante. Et enfin, suite aux mesures lors de l'inspection, le débit d'extraction de la VMC est insuffisant dans la cuisine par rapport à la réglementation et inutilement élevé dans la salle de douche-toilette. Alors, inutilement élevé dans la douche-toilette, simplement parce qu'il y a deux bouches côte à côte dans la même pièce, donc deux fois plus de débit, hein, puisqu'on avait 35 et 35, ce qui fait 70 m3 pour une seule et même pièce. Faire mettre aux normes l'installation existante ou la remplacer par une installation neuve plus performante. C'est le conseil donné, hein, c'est plutôt général ce genre de choses. Bon là ça touche particulièrement à la ventilation hein, sur ce bien, mais ça peut être voilà, en règle générale des pathologies autres, hein, comme des contraintes architecturales ou des remontées capillaires ou que sais-je. L'encart commentaire sur le DPE est devenu observation de l'auditeur, donc on verra un petit peu dans le logiciel, il y a une petite variante à ce niveau-là, il faudra penser à supprimer le commentaire par défaut du DPE, puisque là c'est plus lié à l'auditeur lors de l'audit. Bien entendu, n'oubliez pas une chose, gardez sous le coude l'audit fourni par les pouvoirs publics qui peuvent aussi vous fournir quelques astuces hein, de remplissage. Donc je vous ouvre ça. Voilà. Donc voilà, si vous avez besoin
de vous aiguiller sur la manière de remplir le rapport. Le modèle fourni par les pouvoirs publics est pas mal à ce niveau-là, avec quelques exemples. Alors c'est très light, hein, bien entendu, mais pourquoi pas. Alors, donc ensuite, on a nos scénarios en un clin d'œil, donc un résumé global des scénarios proposés. Donc voilà, avec mes 3 étapes de mon scénario 1 et mon scénario 2 en étape globale, en rénovation globale, avec les tarifs, etc., les gains. Ensuite, on a le détail euh, des, du premier scénario. Donc, premier scénario, première étape. Voici ce que moi j'ai mis. Alors, encore une fois, sur le texte, c'est pareil, hein, vous êtes un petit peu libre de marquer ce que vous voulez. Il faut quand même en noter suffisamment pour que ce soit compréhensible et surtout que ça apporte une vraie information. Moi par exemple, j'ai marqué isolation des murs sud, ouest et dedans sur la véranda par l'extérieur avec R égale 3,7. Alors, comme c'est du bloc béton creux, on aurait pu choisir aussi d'isoler par l'intérieur. Voilà, dans ce genre de cas, c'est plutôt libre, hein. Sur des murs anciens, il est très fortement conseillé d'isoler plutôt par l'extérieur. Néanmoins, sur ce type de mur, vous pourriez faire l'intérieur ou l'extérieur. L'intérieur entraînant des travaux supplémentaires au niveau de l'électricité et des canalisations pour les radiateurs. Et sûrement d'autres problématiques, hein, comme la diminution de surface habitable, etc. Donc, on avait opté pour une isolation extérieure en priorité. Mais c'est pas non plus la seule solution. Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolant au niveau des tableaux de baie quand cela est possible. Isolation thermique sous enduit pour le mur périphérique, alors ça peut être un bardage ou de l'enduit, voilà, vous choisissez ce que vous voulez en fonction du bien. Isolation des murs donnant sur la véranda avec un complexe isolant collé. Donc là je choisis d'isoler toujours par l'extérieur, mais côté véranda, en fait dans la véranda, pour le mur séparant l'habitation de la véranda. Donc pour des questions de simplicité, hein, un complexe isolant collé tout simplement, avec une finition placo. Isolation des murs est et en limite, donc est en limite de propriété par l'intérieur avec R égale 3,7. Donc cette fois-ci j'ai opté pour une isolation par l'intérieur sur le mur en limite de propriété parce que ça risque d'être problématique d'aller placer un isolant directement chez le voisin puisque on est en limite de propriété. Avant d'isoler un mur, vérifiez qu'il ne présente aucune trace d'humidité. Donc ça c'est conseil par défaut de l'ICIEL, mais ça fait pas de mal. Avec un tarif en place à côté, donc pour ce qui est des tarifs, moi je me suis appuyé sur Batichiffrage, l'ICIEL étant plutôt pas très en phase à ce niveau-là à l'heure actuelle. Donc c'est à l'heure actuelle, l'ICIEL propose les mêmes scénarios que pour le DPE. Néanmoins, d'ici la sortie, l'ICIEL m'a confirmé qu'ils allaient apporter de nouveaux éléments dans la bibliothèque de tarifs et de recommandations. À l'heure actuelle, ça n'a toujours pas changé. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera implanté. C'est pour ça que j'ai opté pas mal sur des solutions bâti-chiffrage. Bon, espérons que lorsque vous ferez les exercices, que cela sera à jour d'ici là. En tout cas, vous avez les deux façons de voir, soit la version liciel, soit la version bâti-chiffrage, ou pourquoi pas un mix des deux. Remplacer les fenêtres par des fenêtres double vitrage à isolation renforcée, UW inférieur ou égal à 1,4. Alors j'ai pas la possibilité de faire inférieur ou égal sur l'ICL, c'est bien dommage. Donc inférieur à 1,4 et SW supérieur à 0,42 pour un montant de 8300 €. Remplacer la porte par un nouveau modèle avec un UD inférieur ou égal à 1,30 pour un coût de 2800 €. Installer une VMC I-B avec rejet en toiture via tuile à douille et reprise du réseau de gaine dans les combles. Des travaux induits. Donc j'ai prévu quelques travaux induits. Alors ce qui est dommage, j'ai pas trouvé la façon de les séparer. En fait, automatiquement, l'ICIEL me les regroupe sous un seul tarif. Mais normalement, j'ai rempli ça avec un tarif séparé. Donc j'ai le détalonnage des portes conformément aux avis techniques ou du DTU, hein, concernant les portes qui ne permettaient pas de faire circuler l'air, les portes séparatrices. Création d'une paroi séparatrice entre local douche et WC.
Bah, pour des soucis d'intimité et puis bah, de débit tout simplement, hein. On aura le bon débit dans chaque local, puisqu'on avait hein, dans l'énoncé, vous vous rappelez, on avait cette espèce de cloison là qui n'était pas jointive au plafond, ce qui était tout à fait bizarre ici. Prévoir la pose de nouveaux coffres de volets roulants en remplacement de ceux en place, oui, parce qu'il y avait, je crois, 4 menuiseries qui disposaient de coffres de volets roulants. Donc, dans ma première étape, j'ai prévu directement tout ça. Pourquoi j'ai prévu tout de suite les menuiseries? Bah, déjà parce que les menuiseries sont vraiment peu performantes, hein, c'est du simple vitrage sur ce bien. Et dans la mesure où on décide d'isoler les façades, donc surtout par l'extérieur ou même par l'intérieur, ben, ça évitera la création de ponts thermiques ou le traitement des ponts thermiques qui peut être compliqué sur des menuiseries existantes. Là, au moins, en l'occurrence, avec des nouvelles menuiseries, on pourra directement prévoir le retour d'isolant sur le nouveau dormant ou carrément, pourquoi pas, une pose en applique sur l'isolant en fonction du besoin. Donc c'est assez judicieux, d'autant plus que lorsque vous isolez, faut garder une chose en tête, c'est quand vous faites des travaux d'isolation, vous êtes obligé de prévoir une ventilation. Ça c'est l'arrêté rénovation qui l'impose, hein. Le même que vous utilisez quand vous faites des attestations de prise en compte de l'ART, ou de la RE maintenant, peu importe. Donc quand vous faites des travaux d'isolation, vous êtes obligé de prévoir la ventilation. Donc plutôt que de prévoir une ventilation en perçant les murs ou prévoir la ventilation sur les anciennes menuiseries, eh bien en changeant tout de suite de menuiserie, on prévoit déjà les percées, les percements directement à l'usine. Puisque si vous percez des menuiseries vous-même, enfin si l'installateur perce des menuiseries récentes, ils font perdre la garantie au client. Donc c'est tout à fait logique de l'envisager dès la première étape. Et de toute façon, pour rappel, la première étape, hein, on est obligé d'accéder à E. Donc c'est vrai que c'était pas évident d'accéder à la lettre E au moins avec uniquement un ou deux postes. J'ai prévu aussi tout de suite la ventilation, puisque bon, quitte à faire l'isolation, autant résoudre les pathologies liées à la ventilation tout de suite. Donc voilà pourquoi j'ai mis tout ça dans l'étape 1. Alors maintenant l'étape 2. Donc l'étape 1, on arrive en D, avec un coût total estimé à 27 000 euros. Donc gardez bien en tête que les coûts en euros sont des estimations. Il faut vraiment voir ça comme un indice plutôt qu'un coût idéal, hein. Le coût idéal n'existe pas. Vous choisissez un matériau, vous en choisissez un autre, c'est pas le même prix. Vous choisissez un artisan, vous en choisissez un autre, c'est pas le même prix. Vous faites un devis aujourd'hui, vous le faites dans 3 mois, c'est pas le même prix. C'est impossible d'avoir le juste prix. Donc c'est pour ça que moi d'ailleurs j'ai délibérément associé des prix arrondis, hein. Sur Batichiffrage ou sur Liciel, on a des prix plus ou moins précis, des fois avec des chiffres après les virgules. On arrondit tout, c'est beaucoup plus simple. Donc la première étape du premier scénario, ensuite la deuxième étape. Alors, donc la deuxième étape, je reste en D. Je reste en D pourquoi? Parce que j'ai choisi de traiter le plafond. Alors le plafond, j'aurais pu le traiter à l'étape 1, puisque bah, on sait que le plafond, c'est l'endroit où il y a le plus des déperditions. Simplement, sur cette maison, comme c'était le seul endroit où il y avait déjà de l'isolant, bah, j'ai décidé de ne pas le traiter tout de suite. Donc isolation des combles par l'intérieur avec un R égal ou supérieur à 8. Avant d'isoler un plafond, vérifiez qu'il ne présente aucune trace d'humidité. Donc là, pareil, un coût estimé Batichiffrage ou Liciel qui était plutôt raccord sur ce point-là. Alors, donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que sur cette deuxième étape, si j'avais choisi tout de suite de changer de générateur, je serais arrivé en C et je serais arrivé en B si j'avais mis ensuite, à la troisième étape, si j'avais mis les combles en troisième étape. Donc si j'avais inversé la troisième étape et la deuxième étape, j'aurais eu le bon déroulement. Mais à la troisième étape, j'ai choisi de remplacer la chaudière par une pompe à chaleur. Le problème, c'est que le générateur, il faut qu'il soit dimensionné en fonction de l'isolation actuelle. Parce que si vous changez le générateur au plus tôt, il sera forcément dimensionné plus haut
par rapport à l'isolation actuelle. Donc par exemple, si ma maison est une passoire, il va falloir une pompe à chaleur relativement puissante. Par contre, si je l'installe en dernier, eh bien je vais pouvoir revoir la puissance vraiment au minimum. Pour une maison comme celle-ci, une pompe à chaleur de 5 kg est suffisant. 5 ou 6 kg. Voilà, suivant la région. Là, c'est à la baule, donc 5 kg, c'est largement suffisant pour une région comme celle-là. Donc c'est pour ça, changer le générateur en étape 2, pourquoi pas, à, à condition d'anticiper, bien sûr, la puissance après, après l'isolation. Donc le problème, c'est que bah, les clients les propriétaires peuvent se cailler s'ils ne décident pas d'isoler tout de suite les combles. Ils laissent passer peut-être l'hiver. Et si la pompe à chaleur est dimensionnée par rapport à, à la future isolation, bah, il risque d'être un peu juste. Voilà pourquoi j'ai décidé d'inverser les deux scénarios. Bon, c'est les deux étapes, pardon. Bon, c'est une liberté prise, mais voilà, je l'assume. Hein. C'est vrai que la réglementation ne pense pas à tout, et la logique des choses fait qu'on ne peut pas toujours satisfaire aux besoins de la réglementation. Donc quand même, à ce niveau-là, j'ai prévu un petit commentaire, on verra plus tard. Donc troisième étape, remplacer la chaudière actuelle par une pompe à chaleur RO, double service, chauffage et ECS, avec thermostat d'ambiance et robinet thermostatique sur les radiateurs, plus des embouages, des réseaux et mise en service. Donc là j'ai tout mis dans le même package, hein, y compris thermostat d'ambiance et robinet thermostatique. Robinet thermostatique qui en fait était ancien ou absent. Donc en fait, on décide de tous les virer et de repartir sur une base neuve à ce niveau-là. Donc le coût englobe ici la pompe à chaleur plus les fameux robinets. On garde on garde les radiateurs alu d'origine. Alors avec une pompe à chaleur, c'est possible puisque on peut monter jusqu'à des régimes de 55 degrés. Sur des pompes à chaleur. Alors forcément, ça dégrade le COP, mais néanmoins, c'est possible. J'avais vu avec Étienne Ternisien dans notre cas de figure, hein, puisque les radiateurs sont suffisamment nombreux et pas trop petits. Ils sont suffisamment nombreux dans toutes les pièces. Euh, donc partir sur de la pompe à chaleur, ça reste envisageable sans changer les radiateurs. Après, attention, sur du radiateur type fonte, c'est même pas la peine. Ne mettez pas une pompe à chaleur sur des radiateurs en fonte, ça va pas le faire. Idéalement, une pompe à chaleur avec des radiateurs, c'est des radiateurs basse température, des très basses températures, donc qui font la taille d'une porte hein, parfois. En travaux induits, j'ai ajouté la dépose de l'ancienne chaudière avant l'installation de la pompe à chaleur, donc ça paraît logique, mais bon, je l'ai mis en travaux induits comme l'avait suggéré le modèle réglementaire fourni par les pouvoirs publics. Hein. Voilà, retrait de la chaudière à fioul, ok. Et voilà qu'on arrive donc avec un budget de 12 800 € sur cette troisième étape et un score final à 107. Alors là, je ne vois pas forcément le détail sur le rapport, mais il faut penser à un petit truc. Bon, après pour l'exercice, c'est pas très grave, mais effectivement, on ne le voit pas. J'aurais peut-être pu l'indiquer. Comme on a fait de l'isolation par l'intérieur, il faut penser à réduire la surface habitable, qui va influencer bien entendu la note au fur et à mesure. Donc ça, il faut y penser. Ce que j'aurais dû faire aussi éventuellement ici, c'est indiquer pourquoi pas la surface concernée par l'isolation. Quand on isole par l'extérieur, il faut bien penser à une chose, c'est que votre isolant, il va pas s'arrêter, il va pas s'arrêter au niveau de la partie déperditive. Là, par exemple, j'ai des combles perdus, donc mon plafond, il est au niveau de mon curseur ici. Mais quand ils vont isoler en vrai, ils vont isoler tout le pignon, hein, ils vont pas s'arrêter au milieu. Donc quand vous prévoyez un chiffrage d'isolation par l'extérieur, attention, il faut bien souvent prévoir un peu plus large. Donc ici, j'en ai qu'un seul pignon, tout va bien. Mais parfois, il faut prévoir quelques mètres carrés en plus. Donc ici, sur l'exercice, bon, je vous ai donné aucune valeur métrique hein, de tout ce qui n'était pas mesuré. Mais pensez à mesurer ce genre de choses sur place. Moi, bon, je me suis rajouté 5 mètres carrés, voilà, très très à la louche. Mais en tout cas, ça gonfle un petit peu la facture. Donc ça, il faut y penser. Et idéalement, faire comme le modèle des pouvoirs publics, c'est-à-dire indiquer à la mano la surface isolée.
Voilà, parce que la surface isolée n'est pas forcément correspondante à la surface déperditive initiale. Donc là, par exemple, moi j'ai de l'isolation donnant sur l'extérieur, ça faisait 57 mètres carrés dans l'exercice. Voilà, moi pour le chiffrage, j'ai prévu 62 par exemple. On peut prévoir 62, 65, on peut prévoir large. Voilà, j'aurais peut-être dû détailler ça sur chaque poste. Ensuite, donc, fin du scénario 1, troisième étape, donc on en était là. Scénario 2. Donc scénario 2, j'ai simplement concaténé l'ensemble des pistes du scénario 1 pour en faire une seule étape. Euh, Parfois, ça permet parfois, le budget pourrait être diminué parce qu'on enlève, par exemple, certains interfaçages entre les étapes. Bon, néanmoins, moi, il n'y a rien qui vient empiéter sur l'autre, donc j'ai tout laissé comme c'était. Donc on obtient forcément la même performance et le même tarif. Ensuite, après les scénarios, vous avez les recommandations de l'auditeur. Vous allez rajouter ici tout ce qui ne rentre pas dans les travaux induits parce que c'est impossible à chiffrer, ou les précautions d'usage avant d'enchaîner les travaux. Voilà, bon, c'est pareil, ça c'est le genre de choses qui n'est pas forcément exhaustive, hein. On peut penser à d'autres critères, hein. C'est vraiment au cas par cas. Chaque bien est différent et chaque audit est différent sur chaque bien. Donc vous pourriez noter autre chose, bien entendu, ce serait tout à fait recevable. Alors voici quelques pistes. Ici on a mis attention, les travaux de reprise éventuels des équipements électriques ne sont pas inclus dans l'installation de la pompe à chaleur. Voilà, ça peut être l'objet de travaux induits, mais bon, à ce niveau-là, on savait pas forcément ce qui était à prévoir en plus ou pas. Est-ce qu'il fallait changer d'abonnement, etc. Voilà, on savait pas trop. Les travaux d'isolation thermique et de remplacement des menus extérieurs entraînant des modifications architecturales et de l'aspect extérieur du bâtiment, ils peuvent être soumis à autorisation préalable par l'autorité compétente. Donc ça c'est pareil, normalement il faudrait se renseigner au préalable, est-ce que le PLU autorise les travaux d'isolation par l'extérieur et avec quel type de finition, bardage, enduit, quelle couleur, etc. Bon, vous à votre niveau, c'est quasiment impossible d'avoir ce genre de réponse, hein. Déjà, le PLU il change souvent, c'est un truc qui est énorme, on n'y a pas forcément accès. Voilà, c'est impossible vraiment de savoir. Donc, on met une réserve, hein, c'est plus simple. On prévoit des travaux si ça paraît cohérent et qu'il n'y a pas de contraintes architecturales, les travaux d'ITE, mais quand même, on met une phrase de réserve à chaque fois dans ce genre de cas. Mettre en place un cheminement dans les combles sur l'isolant pour permettre les opérations d'entretien du groupe VMC. Donc là, comme ce sont des combles perdus type plafond léger, bien entendu, un chemin d'accès, pourquoi pas. Bon, on l'a pas mis en travaux induits puisque c'est pas forcément une obligation, mais c'est une recommandation. Euh, Prévoir l'aménagement d'un placard technique dans la véranda pour la mise en place de l'unité de la pompe à chaleur s'il est choisi de la mettre dans ce local. Nous, on l'a prévu en remplacement de la pompe, de la chaudière. Bon, voilà, faut voir comment ça va être fait parce que la chaudière est placée dans la cuisine. Bon, ça fait tirer des gaines. Faut voir la taille qu'il y a dans la cuisine. Est-ce qu'ils sont prêts à enlever un ou deux meubles parce que la PAC sera plus grosse. Voilà, en fonction de la faisabilité de la chose, ça, l'emplacement, c'est pas à nous de choisir. Il est tout à fait possible de la placer dans la véranda ou ailleurs. Donc, si jamais c'est placé dans la véranda, prévoir l'aménagement d'un placard technique pour placer la PAC. Si jamais le placard technique était indispensable, on l'aurait mis en travaux induits, avec un cloisonnement. Étant donné la configuration du bien et les travaux déjà traités à l'étape 1, il n'est pas possible d'atteindre la classe de performance C à la deuxième étape. Donc voilà, une petite phrase de réserve que j'ai mis. Bon, voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On peut tout à fait la modifier, la changer. Mais voilà, c'est pour expliquer que parfois les pouvoirs publics veulent atteindre forcément certaines performances, mais soit la logique, soit la performance du bâtiment ne permet tout simplement pas de l'obtenir. Prévoir mise aux normes de l'installation électrique. Voilà, au cas où. Bon, là, c'était une phrase qu'on avait rajoutée en fonction de la situation, mais voilà, parce que il y avait des prises anciennes, il y avait des dispositifs anciens dans le tableau. Bon,
c'est accessoire, vous ne le saviez pas, je ne l'avais pas mis dans l'énoncé. Avant d'engager des travaux, notamment en cas de travaux de ravalement de façade et ou d'isolation, faire réaliser un repérage de l'amiante avant travaux par un diagnostiqueur. Des travaux de retrait d'amiante pourront éventuellement être nécessaires. Donc ça pareil, c'est une phrase de réserve, de recommandation plutôt, on va pas dire réserve, on va dire recommandation, qui est quasiment indispensable pour toutes les maisons avant 97. Hein. C'est un truc qu'il faudra mettre tout le temps. En principe, ce sont des travaux induits, mais on ne peut pas savoir à l'avance quelle va être la hauteur des travaux, et s'il y en aura. On n'en sait rien. On ne sait pas si ce sera amianté, si ce ne sera pas amianté. On ne sait pas quels travaux vont être exécutés finalement à chaque fois. Donc c'est impossible de se prononcer. On peut que conseiller de faire réaliser des travaux, de la recherche d'amiante, pardon. Pareil pour le plomb, hein, on y pense. On peut préconiser un diagnostic plomb avant travaux. Et pourquoi pas termite hein, pendant qu'il y est. Et ensuite, donc ça ce sont des critères par défaut fournis par le rapport. Là bon on a encore quelques petits ajustements à faire, hein, comme on voit tout n'est pas définitif. Là on a carrément une page vide. Bon bah pareil, ça c'est des choses à revoir au niveau de l'ICL. Encore une page vide, et puis là vous avez donc la fiche technique qui correspond au DPE. Alors au niveau logiciel, pour ceux qui sont en version test, j'imagine que ce sera comme moi, mais à terme, l'audit sera normalement intégré à Certim. Donc pour ceux qui sont en version test, il faut lancer donc l'ICL complet, l'ICL V4 complet. Donc en vous rendant dans le menu d'accueil de Windows, hein, ici, hop, dans les applications, vous allez le chercher, voilà, l'ICL, et vous le lancez. Donc l'ICL diagnostic, et c'est l'ICL diagnostic V4. Une fois que vous arrivez ici, première chose à faire, moi ce que je vous conseille, c'est, même si ça ne vous le propose pas, de lancer une mise à jour depuis Internet avant de commencer les exercices. Donc ici, si vous propose ça, faites retélécharger. Et ensuite, vous laissez cocher toutes les cases. Voilà. Donc ici, vous cochez toutes les cases et vous installez la mise à jour. Alors ça c'est ouvert sur l'autre écran, donc je le ramène. Voilà. Alors, donc l'ICL, ça se présente un petit peu, l'ICL complet se présente un petit peu comme la version que vous avez sur Certim, sauf que vous avez plus d'icônes en haut. Donc ici, vous allez aller donc, dans la cellule là, générale, dans l'onglet mission. Et là, vous allez venir choisir dans le sous-onglet diagnostic, non, expertise, pardon, le DPE+. Voilà, le DPE+, et là, ça va vous faire apparaître l'audit énergétique qui s'appelle plus vulgairement DPE+ 2020 dans l'ICL, et le bouton de données qui va nous servir à rentrer des champs qu'on a vu dans le rapport juste avant. Alors, première chose, donc là c'est lié strictement au fonctionnement de l'ICL à l'heure actuelle. On va voir comment ça va se goupiller dans la version Certim. Je n'ai pas la réponse encore aujourd'hui. Mais pour ce qui est du descriptif des pièces, donc qui se trouvait en début de rapport, si j'y arrive, pourquoi j'y arrive pas? Je suis remonté trop haut. Ici, non pas ici. Là, voilà. Cette partie-là, vous n'allez pas pouvoir la remplir autrement que en allant dans le bouton général ici. Donc c'est un bouton que vous n'avez pas lorsque vous êtes sur Certim. Donc on va voir un petit peu comment on va goupiller ça. Ici vous avez un onglet liste des pièces. Et là vous pouvez utiliser la saisie assistée pour choisir par exemple rez-de-chaussée, entrée, cuisine, WC, séjour, salle de bain, etc. etc. Comble, voilà. 1, comble 2. Voilà. Et l'ICL fait le décompte automatiquement du nombre de pièces en fonction de ça. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez directement aller dans le DPE+. Alors le module DPE plus 2020 est commun au DPE.
Donc quand vous faites varier un truc dans l'un, sur la base, ça va le faire varier sur l'autre. Alors une fois que vous êtes sur cet écran, soit en fait vous avez, comme le module est commun entre le DPE et l'audit, bah, tout est déjà rempli ici puisque vous aurez vous-même réalisé le DPE pour vos futures missions. Ou alors, si le fichier est importé depuis l'ADEME, si c'est un confrère qui a réalisé le DPE, ou si vous êtes dans le contexte de l'exercice comme présent, comme ici présent, vous allez appuyer sur le bouton Importer. Et là, le bouton Importer, c'est le fichier dossier adem.signed ici. C'est ce fichier-là, dossier-adem.signed. Alors ça, bah, c'est le nom du fichier proposé par l'ICL. Je ne sais pas si dans les autres logiciels, peut-être que le nom du fichier est différent. En tout cas, je fais ouvrir. C'est une opération qui est un petit peu longue. Par contre, quand je procède à l'ouverture du fichier XML ADEM, je ne sais pas pourquoi, j'ai un résultat qui est légèrement différent par rapport à mon DPE initial. Pourtant, je me suis bien assuré d'extraire ce fichier depuis mon DPE initial. Donc on verra que la note est un petit peu différente, hein. Normalement on devrait être à 372, mais avec l'import du fichier on se retrouve à 378. Bon, c'est encore une question que j'ai posée à l'ICL et qui pour l'instant n'a pas de réponse. Donc je tenterai d'y apporter une réponse dès que possible. Donc ici il passe en revue tous les champs, hein, donc c'est un petit peu long. Voilà, il faut attendre. Et normalement, une fois que c'est terminé, un message arrive. Voilà. Donc le message nous dit que voilà, soit c'est tout ok, soit ça ne l'est pas. Donc là, il me dit que mes apports solaires sont différents. Bon, je ne sais pas pourquoi. Néanmoins, j'ai une petite variation de la note puisque je me trouve à 378. Bon, à ce niveau-là, ce sera pas trop gênant pour notre exercice. Donc première chose à faire. Dans les justificatifs, ici, dans la zone commentaire, alors comme j'ai importé un XML, ça s'est retrouvé vidé. Mais attention, si vous êtes dans votre DPE et que vous passez dans votre audit, cette case risque d'être commune et en fait les textes sont conservés. Donc il faudra peut-être vider la case puisque constatation diverse, attention, ça devient observation de l'auditeur. Voilà. Si vous voulez faire la liste des pathologies qui sont ici pour rappel, vous allez appuyer sur ajouter une pathologie du bâtiment. Alors c'est pathologie ou contrainte architecturale. Donc en fait ça nous a téléporté dans le bouton données ici, on n'est plus dans l'audit, on est dans le bouton données et on se retrouve au dernier onglet pathologie. Donc ici vous avez des boutons, hein, à la manière des modèles qui sont présents dans l'ICL, vous avez plusieurs pages, hein, vous avez jusqu'à 3 pages. C'est ici que vous allez pouvoir noter vos pathologies ainsi que vos conseils. Donc vous pouvez effacer celles qui sont déjà présentes, hein, ou en ajouter en cliquant simplement sur un bouton vide, ou modifier une déjà présente en faisant un clic droit et éditer ce choix. Donc là par exemple on retrouve ceux que j'ai créés pour mon exercice 1 ici. Oups. Voilà. Là avec le conseil qui est ici. Donc ici la pathologie avec le conseil qui est là. Donc une fois que vous avez créé tous vos boutons, pour les ajouter dans la liste des pathologies du bien, vous pouvez appuyer dessus, comme ça, et il vous propose d'ajouter une photo. Donc soit je ne mets pas de photo, affecter une photo plus tard, soit je vais chercher mon dossier dans lequel est stockée ma photo, ici avec l'arborescence. Alors pour redimensionner la fenêtre, il faut appuyer là. C'est un petit peu, je sais pas pourquoi il y a un bouton spécial pour redimensionner la fenêtre. Bon, bref. Miniature c'est mieux pour savoir un petit peu comment ça se passe dans les dossiers. Et là, vous avez des boutons d'accès direct au dernier dossier mémorisé. Donc là, moi par exemple, pour toutes mes photos, je les ai stockées dans un dossier. Alors c'est perdu quelque part. Je fais répertoire prédéfini. Et là, il va me réafficher mon dossier avec toutes mes photos. Voilà. Donc là, moi, ma remarque, c'était sur les entrées d'air surluminisées, donc j'avais mis celle-ci. Si vous voulez mémoriser donc le répertoire dans lequel vous êtes, vous appuyez ici sur mémoriser répertoire, et ça mémorise le dossier dans lequel vous êtes. Et quand vous appuyez sur ce bouton-là, vous reviendrez toujours ici.
Donc là, je peux faire affecter la photo ou affecter la photo avec une retouche. Par exemple, si vous voulez faire des cercles, des flèches sur la photo. Donc là, j'affecte ma photo. Et voilà, j'ai bien ma première remarque, ma pathologie avec ma photo. Alors la photo, elle se met de côté. Là, c'est peut-être un problème inhérent au format de photo. Donc là, je peux tout à fait retourner la photo avec ce bouton, rotation de la photo. Voilà. Et ainsi de suite. Donc après, c'est la même chose pour affecter tous les libellés. Donc toujours ce problème là, quand on met pas de photo, j'ai cette icône, ce pictogramme, que je vais demander à faire enlever bien entendu. Une fois qu'on a listé nos pathologies, on peut passer à la suite. Alors, tout le reste du dossier va se passer finalement dans l'onglet recommandations, hein, puisque environnement, paramètres du bâtiment, tout ça, ça c'est un petit peu, alors par environnement, mais paramètres du bâtiment en gestion, c'est commun au DPE. Donc on se retrouve déjà avec tout de pré-rempli. Donc on va aller dans l'onglet recommandations. J'ai tout de suite un scénario de travaux qui m'est proposé. Alors, le scénario de travaux m'est proposé par l'ICL de manière automatique. Soit on peut bidouiller directement à partir des recommandations automatiques de l'ICL. Bon, à l'heure actuelle, moi ça me semble pas très pertinent étant donné que les recommandations automatiques sont un petit peu, elles sont favorables, hein, voilà, c'est assez favorable globalement, un peu trop favorable, je trouve. Donc moi je préfère passer en mode manuel et puis bon, bah pareil, de toute façon les tarifs sont à revoir. Euh, alors, les recommandations, donc si on veut agir dessus, c'est un petit peu à la manière du DPE, hein. Pour les recommandations automatiques, c'est pareil. Je peux double-cliquer dessus et comme pour le DPE, j'agis sur la recommandation, de manière automatique ou non. Un bouton très important, ça va être celui-ci. Celui-ci, en fait, va permettre d'agir sur la globalité des recommandations assez facilement pour pouvoir utiliser ou non les recommandations automatiques. Je vais y revenir. Vous avez le bouton assistant recommandation qui a été ajouté suite à ma demande pour pouvoir proposer directement des scénarios, on va dire, multiples. Par exemple, dans mon cas, j'ai choisi de mixer des ITI et des ITE, puisque j'avais des murs extérieurs, mais certains étaient en limite de propriété. Donc comme j'avais des murs donnant sur la véranda, d'autres murs donnant sur l'extérieur et d'autres murs donnant en limite de propriété, ben, je dois faire un mix entre tous mes types d'isolants. Donc à ce moment-là, moi je préfère ne pas utiliser ceci, hein, qui est que des ITE à ce niveau-là. Euh, Pareil pour les menuiseries, hein, les performances sont assez bonnes. Là, bon, ils préconisent une double flux. Moi, je suis pas trop d'accord, hein, étant donné le budget qui risque d'exploser. On va plutôt partir sur une Nigro B. Bien sûr, une double flux c'est envisageable, hein, si vraiment on est coincé, hein, pourquoi pas, hein, pour essayer d'obtenir les scores nécessaires. J'aurais moi aussi pu l'envisager pour atteindre C, mais bon, étant donné qu'il y a déjà tout ce qu'il faut pour la VMC auto, on va simplement adapter en Nigro. Ce sera quand même moins conséquent en tarif. Donc ici, je peux agir directement sur les paramètres utilisés pour les recommandations auto. En fait, ça c'est ce qu'applique l'ICL par défaut en recommandation automatique. Donc sur les murs, il va mettre R égale 4,5. Sur les planchers, il va mettre R égale 3,5. Sur les plafonds, en terrasse, 5. Pour les combles, 7,5. Etc., etc. Donc à ce niveau-là, on peut déjà agir pour faire en sorte que les recommandations automatiques s'adaptent. Voilà le COP de la PAC. Donc pour rappel, en plus c'est pas COP mais SCOP. 4 ça peut être très très généreux, hein. En radiateur c'est impossible. Donc voilà, cette valeur par défaut elle peut être envisagée, il peut être envisagé de la changer. Donc on peut le faire soit pour tous les prochains dossiers, soit pour ce dossier uniquement. Donc voilà, on peut agir directement sur les valeurs par défaut des recommandations automatiques. Maintenant, on peut aussi choisir de virer toutes les recommandations automatiques. Donc, hein, bien regarder là-dessus. On peut supprimer les recommandations automatiques de la ligne sélectionnée, par exemple double flux. Voilà, la double flux a disparu. Moi, du coup, je peux m'amuser à mettre une VMC simple flux à la place, avec mon propre remplissage. Et surtout à l'étape que je veux. Parce que là, bon, la double flûte est prévue à l'étape 2. Je peux avoir envie de prévoir autre chose en recommandation manuelle à une autre étape. Euh,
Vous pouvez également supprimer toutes les recommandations automatiques. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'exercice. Bien entendu, voilà, dans le futur, quand les recommandations de l'ICL seront un petit peu plus adaptées, voilà, ce sera peut-être moins pertinent de faire comme ça, mais en tout cas, pour le premier coup, je me suis permis de le faire comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé par contre l'assistant de recommandation. Donc par exemple, moi je demande à isoler des murs ITI. Je propose R égale 3,7, qui est le minimum pour percevoir ma prime rénov. Je fais générer le descriptif ici pour générer un descriptif par défaut de l'ICL. Et c'est ici que j'ai intérêt à le compléter. C'est l'endroit le plus simple pour compléter. Donc par exemple, je peux ajouter avec R supérieur à 3,7. Comme ça, c'est dans le dur du texte. Parce qu'en fait, la performance qui est ici, alors si on met rien, ça bloque le calcul, et pourtant, ça ne sort nulle part dans le logiciel, dans le rapport, pardon, ça ne sort nulle part. Donc, ça n'a aucun intérêt. C'est un truc qu'il faut que je fasse corriger éventuellement, ou le fonctionnement doit changer à ce niveau-là. Mais ça, il faut le préciser. Donc là, par exemple, je vais mettre des murs donnant en limite de propriété. Et puis là, je remets la surface correspondante. Voilà. Bon, là, je ne me rappelle plus dans l'exercice, mais vous aurez forcément la donnée sur le terrain. Le coût, pour l'instant, moi je le laisse comme ça, surface x 35. Alors ça paraît peu cher. Bon, c'est les tarifs actuels de l'ICL. Moi, je laisse comme ça et j'y reviendrai par la suite. En fait, pour l'instant, je vais juste gérer toute la partie performance. Je gérerai le tarif, le chiffrage, en une seule traite tout à la fin. Je passe à l'étape suivante et là, je sélectionne les murs sur lesquels je veux agir. Donc là, par exemple, alors c'était mon mur est qui était en limite de propriété. Donc là, je fais appliquer sur les parois sélectionnées. Voilà. Et ensuite, j'ai donc l'isolation de mon mur qui apparaît ici. Ensuite, je peux retourner à l'étape 1, retour type modification, et cette fois-ci, je peux enclencher l'ITE. Donc pareil, je mets 3,7. Là, je pense à adapter un texte. Alors, vous voyez que c'est le texte précédent qui est resté. Donc, il faut bien penser à régénérer le descriptif pour repartir sur un texte adapté. Là, on est sur l'ITE, il faut repartir sur un texte ITE. Donc là, je devrais compléter, pareil, R égale 3,7, mur périphérique, machin chouette. Je passe à l'étape suivante, et là, je choisis mes murs correspondants. Donc là, mes murs nord, sud, ouest, pas est parce que c'est limite de propriété, sud, et ça, les deux autres murs, c'est ceux qui donnent sur la véranda. Donc je le verrai autrement. Voilà, je fais ajouter, et attention à l'étape sur laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez très bien choisir d'ajouter à l'étape 2, ou à l'étape 3. Voilà, on fait gaffe au bouton sur lequel on est placé. Donc là, on voit directement la note progresser tout de suite. Donc c'est assez rapide de passer par cette méthode-là. Donc moi j'avais fait les fenêtres, donc par exemple avec un UW à 1.4. Bon, le SW, difficile de maîtriser ce paramètre, donc je le laisse par défaut fourni par l'ICL. On génère le descriptif, donc là pareil, on peut ajouter pourquoi pas la performance de la fenêtre, et ou les fenêtres concernées dans le descriptif. Je passe à l'étape suivante, et là je choisis les fenêtres qui sont concernées. Bah là, elles sont toutes, c'est toutes des fenêtres simple vitrage. Donc je coche tout, et je le laisse à l'étape 1. J'ajoute. Voilà. Et donc il me reste mon mur véranda. Et il me reste ma VMC. Alors la VMC, là-dedans, j'ai pas les équipements. Donc la VMC, il faudra que je la fasse forcément à la main. Donc pour la faire à la main, comme pour le DPE, je procède à un double clic dans la colonne correspondante. Donc là, je suis dans la colonne étape 2, et je reviens sur l'étape 1 et je double-clique sur l'étape 1. Donc là, je vérifie, je suis bien en train de modifier l'étape 1. Donc soit j'agis directement ici au niveau de l'ICL. Donc on peut choisir une recommandation automatique, pourquoi pas. Moi, j'aime pas trop cette recommandation automatique parce que il modifie aussi l'étanchéité du bien en indiquant une valeur qu'on ne peut pas du tout maîtriser dans la réalité. On ne sait pas comment
si est possible, cette valeur sera atteinte. Et en plus, pour savoir si elle est atteinte, il faudrait faire des mesures derrière et donc inclure des travaux induits qui sont faire réaliser une mesure, etc. Donc je préfère rester sur ma perméabilité à l'air par défaut. Donc là, je peux passer en recommandation manuelle. Le problème de la recommandation manuelle, c'est que le texte par défaut n'est pas fourni. Alors il y a une petite astuce pour gruger au niveau du texte. On peut par exemple quand même marquer une igro B, je valide en recommandation automatique, et quand je reviens dessus, je repasse en recommandation manuelle, et là j'ai un texte qui est apparu, donc qui va déjà m'aider. Le coût, le tarif, je m'en occupe pas. Je le gérerai encore une fois après. Là, cette fois-ci, je vais agir sur ma VMC. Donc, ok, tac, tac, tac. Puissance des ventilateurs, si je connais un petit peu les puissances, je peux préconiser quelque chose d'assez faible plutôt que de laisser par défaut. Je pourrais gagner peut-être encore des points. Bon, après, installé après 2012, normalement, c'est déjà pas mal. Et puis là, la mesure de perméabilité, bon, c'est comme je disais, c'est un truc que je maîtrise pas, je l'efface. Et voilà, donc là je peux valider. Alors vous voyez que là il m'empêche de valider, il veut forcément remplir la colonne performance, ce qui est ridicule puisque cette colonne n'est pas utilisée. Et puis en plus pour une VMC on ne sait pas trop quoi mettre. Donc là on va marquer basse conso par exemple, voilà. On pourrait mettre une puissance en watts entre parenthèses, mais peu importe puisque c'est une donnée qui ne ressort pas. Donc voilà pour l'étape 1. Ensuite, pour l'étape 2, j'avais choisi par exemple d'isoler mon plafond. Donc plafond ITI, je fais une recommandation avec un R de 8, je génère, hop, je passe à l'étape suivante et là je choisis d'isoler tous mes plafonds. Attention, je veux passer à l'étape 2, pas à l'étape 1. Hop, je valide et j'ai bien mon plafond qui apparaît ici. Donc je retrouve un petit peu ce que j'avais fait tout à l'heure. Bon, j'ai pas remis les murs au niveau de ma véranda, mais normalement il faudrait que je le traite aussi. Et puis pour ma pompe à chaleur, que j'ai décidé de faire en étape 3, donc là pas trop le choix, je vais utiliser la méthode un peu bricolée qui consiste à récupérer le texte. Donc là je récupère le texte pompe à chaleur étape 3. Voilà. Et je vais repasser en manuel. Voilà, au moins j'ai déjà un texte qui est pas mal. Donc je peux, là j'avais précisé, bon, remplacer le système de chauffage, on peut préciser la chaudière par une pompe à chaleur de type RO double service, etc., etc. Bon là les coûts ils sont totalement dans les choux, 5000 euros c'est pas possible. Un scope de 4. Alors un scope de 4, faut bien se rendre compte que c'est atteignable seulement, ça dépend de la région dans laquelle on se trouve, et en plus ça dépend du régime utilisé. Là on est en radiateur pas très basse température, donc scope de 4 c'est juste impossible. C'est pour ça que je reste pas en recommandation automatique. Puis ça permet de voir un petit peu que là on voudrait aussi ajouter un thermostat d'ambiance, chose qui n'avait pas été prévue manifestement dans le scénario par défaut. Et là je vais virer les COP par défaut. Je vais laisser par défaut, pardon. Mais quand bien même, j'ai une PAC installée après 2017. Donc dans l'algorithme, c'est déjà pas si mal. Mais voilà, comme je suis en radiateur régime 55 degrés, c'est un petit peu compliqué de préconiser un COP ou un scope, sachant que c'est une valeur qui est extrêmement compliquée à obtenir. Les émetteurs, j'oublie pas d'y faire un tour, donc basse température, on est bien à moins de 65 degrés. Réseau isolé, normalement ça c'était de base, puisqu'ils sont isolés dans les combles, on l'a vu sur une photo. Là, on rajoute des robinets thermostatiques, régulation par pièce. Et là, c'est tout bon. Normalement, le CS est compris avec, mais je vais quand même y faire un tour pour préciser que celui-ci est modifié. Donc là, je vais marquer ballon couplé à la PAC. Voilà. Le coup, je mets 0. De toute façon, c'est un truc qu'on verra après. Ballon combiné. Et puis là, ça me permet au moins de marquer son volume. Ok. Voilà. Donc là, on n'est pas tout à fait en B, puisque j'ai pas fait la partie des murs donnant sur
sur la véranda. Et puis il manque la porte aussi. Voilà, la porte qui se fait exactement de la même manière que les menuiseries, hein, ici. Donc voilà. Alors je ne fais pas le sol parce qu'on est sur terre-plein, et surtout tout ce qui est sol, terre-plein, vide sanitaire et sous-sol, ça n'améliore que très peu la note, voire parfois peut la dégrader. Alors vous le verrez, hein, quand vous essayerez de faire vos simulations, mais si vous avez déjà essayé de faire des recommandations manuelles dans le DPE, vous avez déjà dû vous en apercevoir. Alors maintenant, une fois que j'ai fait mes scénarios, donc là c'est bien, j'ai fait ça à la va-vite, mais le chiffrage est totalement dans les choux. J'en ai pour 19 000 euros, le tout, ce qui est tout bonnement impossible. Donc là je vais faire modifier chiffrage. On va le faire pour chaque étape, donc étape 1. Et là j'appuie sur le bouton ajouter les coûts de tous les composants. Je fais oui. Et là en fait ça me liste ce qui a été utilisé. Donc c'est la somme de toutes ces lignes-là. Moi, je vais faire un petit peu de tri là-dedans. Je veux garder que les textes qui m'intéressent. Donc, c'est-à-dire, hop, on va agrandir un peu. On n'est pas obligé en fait de garder toutes les lignes, hein, puisque ces lignes-là, lorsque le descriptif est identique, ça va être groupé sur la même ligne dans votre rapport. C'est-à-dire que, si je reprends le rapport, ça, c'est par exemple, c'est potentiellement un cumul de plusieurs lignes, mais qui sort en une seule ligne. Si par exemple celui-ci sont exactement les mêmes, ça va me sortir une seule fois ici, mais en cumulant les chiffrages. Donc ce que je vais faire moi là, c'est par exemple effacer voilà, les lignes qui sont répétées. Je vais garder que celles qui changent. Et je vais pouvoir venir mettre à jour le coût. Donc là, normalement je récupère, hop, voilà, je récupère le texte. Si je peux encore le modifier à cet endroit-là, même si c'est pas très évident parce que la case elle est pas très variable, mais c'est ici que je vais pouvoir modifier mon coût. Voilà, par exemple, je mets 1500 euros et je fais modifier. Voilà, en faisant des double-clics sur chaque ligne. Donc là, par exemple, les menuiseries, bon, je sais que j'ai changé toutes les fenêtres. Plutôt que de changer le coût sur chaque fenêtre, je vais garder un coût global. Voilà. Et là, je marque mon coût, par exemple, 9000 euros. Puisque je change toutes les fenêtres en même temps. Et que c'est exactement le même changement sur chaque fenêtre. Voilà, pour la VMC, pareil, je peux mettre à jour, voilà, 1000 euros, par exemple. Tac, et voilà. Modifier, et après, j'ai plus qu'à fermer. Je rappelle le bouton pour changer mes autres étapes. Donc là, par exemple, je rajoute mes plafonds, voilà, par exemple, isolation des plafonds, plutôt que d'avoir deux lignes, je peux le faire en une seule fois, et ici je mets par exemple 2500 euros, voilà, modifier, et c'est parti. Et pour ma pompe à chaleur, alors j'aurais pu le faire directement tout à l'heure, mais bon, je peux choisir de le faire là. Donc quand on fait ça, en fait, la fonction modifier chiffrage, ça écrase ce qui était prévu initialement dans chaque recommandation ici, au niveau des coûts et des tarifs. Et le descriptif aussi, c'est vraiment celui qui va ressortir sur votre rapport. Finalement, ça, c'est exactement ce qui sort ici. Le texte et le tarif qui est en face. Ça pilote vraiment le tout. On n'est pas obligé de passer par cette étape-là, mais ça permet d'avoir un œil global et plus rapide lorsqu'on veut modifier les tarifs. Ça évite de les faire un par un. Donc le prix unitaire de ma PAC, là par exemple ça va pas du tout, on va plutôt partir sur quelque chose du style 15 000 euros. Et puis là, long couplet la PAC, bon ça apparaîtra tel quel, ou je peux aussi choisir d'effacer la ligne, puisque le CS est déjà inscrit ici dans le descriptif. On a dit que c'était une PAC double service. Donc j'ai pas besoin de marquer une ligne CS. C'était juste, cette ligne apparaît juste parce que j'avais fait une recommandation à ce niveau-là. Donc voilà, et ici on arrive maintenant à 30 000 euros, hein, bon, ce qui est toujours pas suffisant, mais je suis allé plutôt vite. Ah oui, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, dans modifier chiffrage, par exemple à l'étape 1, c'est ici que vous allez ajouter aussi vos travaux induits. Donc pour rajouter les travaux induits, donc simplement quand vous êtes dans la liste ici, vous faites ajouter, et ici vous venez appuyer sur induit, et là vous écrivez votre texte, voilà, avec votre tarif en face, et vous faites ajouter. Concernant les tarifs, à ce propos, moi j'ai utilisé donc bâti chiffrage. Donc bâti chiffrage, vous pouvez créer
en appuyant sur ce bouton-là, créer un nouveau chiffrage. Donc pour ceux qui ont souscrit à Bâti Chiffrage, bien entendu, la version IMO ou la version MO, créer un nouveau chiffrage pour créer un nouveau projet. Une fois que votre projet est créé, on se rend dedans. Et là, voilà, moi c'est ma liste des travaux obtenus. Donc les tarifs, hein, je les ai plus ou moins arrondis, bien sûr, en fonction de la situation. Mais voilà, on retrouve l'isolation de la façade par l'extérieur, à 62 mètres carrés. La partie 36 mètres carrés par l'intérieur, la partie par la véranda, les plafonds, les menuiseries, dépose des menuiseries, voilà, ça que j'ai inclus dans mon tarif global des menuiseries. La ventilation, y compris les gaines, on peut rentrer les mètres linéaires. Là, j'avais rajouté le montage d'une petite cloison pour séparer les WC et la salle de bain. Les robinets thermostatiques, la dépose de la chaudière et la pose d'une pompe à chaleur. Donc ajouter travaux, vous appuyez sur le bouton ajouter travaux et par exemple là vous allez chercher dans façade, isolation thermique par l'extérieur, là vous choisissez la finition, par exemple on vous demande enduit, voilà ça peut être toute chose, hein. Pose collet chevillé par exemple, calé chevillé, et puis 12 cm d'isolant. Voilà, la surface à traiter, donc moi par exemple j'avais prévu 62, et là vous pouvez déjà chiffrer. Vous pouvez ou alors dérouler le menu questions facultatives si vous désirez. Suivant les cas, ça peut faire varier le chiffrage un petit peu plus. Voilà, suivant ce que vous choisissez, là vous faites chiffrer, et vous obtenez un tarif que vous pouvez adapter à 5,5% si besoin. Pour rappel, pour connaître un petit peu les travaux éligibles à la TVA 5.5, vous pouvez vous rendre sur le site Aide aux travaux, hein, comme je vous l'ai marqué sur la sélection de documents et dans l'énoncé, donc Aide aux travaux, qui peut être très utile pour savoir, en fonction de l'adresse, les aides qui sont éligibles. Donc là, je rentre mon année, hop, rechercher les aides. Et là, par exemple, TVA réduit, ou aussi ma prime rénov, ce qui permet de voir la performance minimale des isolants. Donc la TVA 5.5, on vous dit donc travaux éligibles ma prime rénov et les travaux induits indissociablement liés aux travaux d'efficacité énergétique qui figurent sur la même facture que les travaux principaux. Donc là, on peut voir hein, la liste, par exemple l'isolation des combles perdus, voilà, les critères pour que ce soit éligible, RGL7, isolation des murs extérieurs en façade et en pignon, RGL 3.7, isolation par l'extérieur maximum 150 € par mètre carré, et par l'intérieur 100 € par mètre carré. Voilà, donc tout ça permet de répondre à certaines questions. Si on reprend la version qui correspond plus au rapport que je vous ai montré, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça c'est ce que j'avais modélisé. On obtient 41 200 €. Chose intéressante que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on prévoit d'isoler les murs par l'intérieur, il faut revoir la surface habitable. Pareil pour l'isolation des rampants. Donc c'est ici que on va choisir de modifier la surface habitable. Par exemple à partir de l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3. Moi j'ai choisi à partir de l'étape 1, et là j'ai mis 78,5 au lieu de 80. Voilà, puisque j'ai diminué un petit peu avec un calcul à la va-vite, hein, bien sûr, mais en vrai, voilà, c'est en fonction de ce que vous choisissez d'isoler. Par exemple, 12 cm d'isolant plus 1 de placo plus 1 de colle, etc., ou de vide d'air, vous arrivez donc à 14 cm. Donc 14 cm fois la longueur de votre mur, et vous déduisez la surface correspondante. Bien sûr, ça va avoir une influence négative sur la note, mais c'est très important d'en tenir compte. Vous avez un bouton actualisé au cas où l'affichage déconne. Vous avez un bouton supprimer un composant. Par exemple, vous seriez en base, je sais pas, vous auriez des panneaux rayonnants plus des convecteurs, etc. Donc vous avez plusieurs lignes de chauffage. Si vous faites une recommandation sur une seule ligne de chauffage, automatiquement, vous gardez les autres lignes de chauffage. Donc,
Si par exemple sur la ligne convecteur je choisis de remplacer par une pompe à chaleur, et ben mes lignes panneaux rénants vont rester. Simplement pour supprimer une ligne, il me suffit de la sélectionner comme ça, et ici de faire supprimer un composant. Voilà, et la ligne sera supprimée. Donc par exemple, ce bouton là c'est la même chose, le bouton qui est ici pour supprimer une ligne. Attention, c'est pas pour supprimer une recommandation, c'est vraiment pour supprimer une ligne. C'est-à-dire que là, si je fais ça, mon ECS n'existe plus ici. Voilà. Ajouter un composant, c'est carrément c'est l'inverse, c'est pour ajouter une ligne. Par exemple, vous voudriez faire deux systèmes différents au lieu d'un, et ben vous pourriez simplement ajouter une ligne et faire un deuxième système. Voilà, ça c'est pour agir comme pour le DPE sur les recommandations automatiques, et puis de ce côté-là, on a à peu près tout vu. Vous pouvez switcher de scénario assez facilement, soit en revenant sur la liste des scénarios ici, donc en faisant modifier en face du scénario voulu, soit lorsque vous êtes ici, vous appuyez sur ce bouton là et vous pouvez switcher d'un scénario à l'autre. Ensuite, pour faire mon deuxième scénario qui est en une seule étape, je suis simplement venu ici. Donc moi, dans mon cas, j'ai choisi de cumuler toutes mes étapes de mon premier scénario, qui me semblait tout à fait cohérent pour le faire en une seule étape. Donc j'ai fait ici option et fusionner toutes les étapes dans. Là, vous choisissez dans le deuxième scénario ou dans le troisième, si vous voulez en faire un troisième. Là, je vous montre en direct. Voilà, il s'est fusionné. Voilà. Donc là, j'ai exactement le même que le deuxième, hein, c'est normal, mais j'ai fusionné dans mon troisième scénario. Là, je pense à venir cocher ça pour le faire apparaître dans le rapport. Si je le coche pas, il n'apparaît pas dans le rapport. C'est comme si vous ne l'aviez pas fait. Ça sert uniquement comment dire, à s'entraîner, à faire varier des trucs sans forcément tout perdre sur votre scénario en cours. Ça sert à le troisième scénario. Moi personnellement, je m'en sers pour gratter un petit peu ça. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce premier audit. Donc pour la version licielle complète, euh, pour imprimer votre rapport, alors dans la version Certip, donc vous avez le bouton impression ici comme pour le DPE, mais dans la version licielle complète, vous accédez d'abord à un sous-menu. Donc s'il veut bien s'ouvrir. Voilà, donc c'est dans le deuxième onglet, et là vous choisissez DPE, audit énergétique réglementaire, et là vous appuyez sur générer rapport. Voilà, on se retrouve pour le prochain exercice. À bientôt.